Moi, je suis Marjorie de Criem, je suis professeure documentaliste au Canada, à la Toronto French School à Toronto. Et j'ai une certaine passion, n'est-ce pas, pour l'éducation aux médias et à l'information et l'éducation citoyenne. L'esprit critique, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et en fait, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu, d'abord de contextualiser un petit peu. Alors en fait, il y a eu beaucoup de formations très, très intéressantes cette semaine pendant la quinzaine de la citoyenneté qui m'ont fait beaucoup, auxquelles j'ai beaucoup apprécié de participer, qui font réfléchir, et cetera. Donc en ayant vu certaines formations, j'ai un petit peu, ajusté, ce dont je voulais parler. Et donc l'idée, c'était d'aborder un petit peu le concept de liberté d'expression, par rapport à, la chose qui me touche moi, c'est aussi, ses relations avec, la liberté de l'information et l'esprit critique. Donc j'espère que ça va vous inspirer, ce soir. Je pense que c'était un petit peu l'idée de la semaine de la quinzaine de la citoyenneté, c'était d'échanger autour, donc de, cette idée de citoyenneté et notamment, par rapport, aux événements tragiques, qui se sont passés et puis également, il me semble aussi par rapport à un contexte culturel qu'on doit prendre en compte, dans le contexte scolaire. Donc on reviendra un petit peu sur des choses qui, moi, m'interpellent en tant que professeur documentaliste et puis on verra un petit peu où ça nous mène. Donc, tout d'abord, en fait, juste pour resituer, l'idée le concept de liberté d'expression, en fait, donc, ça vient de la déclaration de l'homme des droits de l'homme et du citoyen, donc avec la libre communication des pensées et des opinions. Et en fait, la phrase qui est célèbre et en fait, la phrase qui moi m'interpelle assez souvent, c'est, la fin, c'est-à-dire sauf à répondre tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et donc, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu la question qui se pose actuellement, c'est, qu'est-ce que la liberté d'expression? Est-ce qu'elle est limitée? Si oui, quelles sont ses limites? Et donc réfléchir un petit peu là-dessus. Et donc ça a été relayé donc en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. Tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Donc on voit que là, on ajoute un petit peu des détails, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen que ce soit. Alors, je ne vais pas revenir directement sur l'histoire de la liberté d'expression parce que figurez-vous que Thierry Rira, que j'ai eu l'occasion de fréquenter, donc qui est un, un journaliste et formateur autour des web radios, a fait une très belle présentation sur la liberté d'expression. Donc, elle est disponible en fait en vidéo sur le forum pédagogique dans le cadre de la quinzaine de la citoyenneté. Donc, n'hésitez pas, la petite vidéo, elle est assez courte. Ensuite, il y a un temps de questions-réponses. Mais en fait, si vous voulez avoir un petit peu plus de contexte par rapport au concept de liberté d'expression et liberté notamment de la presse, il a bien fait le tour de la question, donc je me suis dit que je n'allais pas refaire tout à fait la même chose, voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est vraiment enfin, ce que j'ai choisi, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste qu'à un moment, en fait, je devais avoir 45 diapos, donc j'ai dû me réfréner, n'est-ce pas? Mais donc, ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'idée de la liberté d'expression, mais également en lien avec la liberté d'opinion et la liberté d'information. Il me semble qu'en fait, recontextualiser, enfin réfléchir en fait au contexte de la liberté d'expression et notamment de la liberté d'opinion, ça peut être intéressant parce que, en France, enfin dans la culture française, au début, la liberté d'opinion, c'était quelque chose qui était une dissociation avec les philosophes des Lumières par rapport au pouvoir religieux. C'est-à-dire que, avec, l'importance de l'Église, l'importance qu'a revêtue la religion catholique et l'importance de l'Église en France, en fait, la liberté d'opinion ne pouvait s'exercer que dans le cadre, religieux. Et donc le fait, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est un peu cette idée de séparation justement du pouvoir religieux. Donc on pouvait
penser, on va dire, un petit peu différemment. On pouvait, essayer d'élargir un peu le cadre de pensée par rapport au pouvoir religieux et c'est valable également pour la liberté d'expression. Et de l'autre côté, en fait, la liberté d'information, elle avait à voir avec le pouvoir politique. C'est-à-dire qu'en fait, le cabinet de censure des rois, le contrôle du courrier, l'estampille royale qui donnait le droit à la publication, etc., c'était bien relié donc au pouvoir politique. Et la liberté de l'information, c'est pareil, c'est quelque chose qui a pris racine en fait dans la philosophie des Lumières et puis après la Révolution française. Donc on voit qu'en fait, il y a quand même un lien qui est assez ténu. Il me semble, moi, à chaque fois qu'on parle de liberté d'expression, qu'on doit en fait, revenir un petit peu sur ce contexte et expliquer peut-être, que c'est en lien avec la liberté d'opinion et la liberté d'information. Et donc, ce que je vous propose ce soir, en fait, c'est de, faire une petite introduction un peu plus théorique et puis ensuite de partager avec vous certains petits dispositifs pédagogiques que j'ai eu l'occasion de travailler avec des élèves et en espérant que ça va vous inspirer ou, que ça va vous donner des idées pour la suite. Voilà, donc je vais commencer un petit peu donc en ce qui concerne la quand on parle de liberté d'expression, donc c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, un petit peu, qu'elle était reliée donc au à la liberté d'opinion, la liberté d'information et en fait, ce qui est intéressant de réfléchir, ça va être un petit peu les points de vigilance. Parce qu'en fait, la liberté d'expression, elle va toujours s'inscrire quelque part, dans un cadre juridique. C'est-à-dire qu'il y a des restrictions. Donc ça, si vous regardez un petit peu au niveau de la déontologie, des journalistes, par exemple, et puis au niveau également de la des procès en diffamation qui peuvent avoir lieu, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc là, j'ai repris l'exemple de la loi française et de la loi européenne. Tout ce qui est, expression d'incitation à la haine, stigmatisation, violation de la vie privée et tout ce qui relève en fait, des secrets, professionnels dans certains corps de métiers comme le secret défense, le secret de l'armée et cetera. Il y a un cadre juridique qui permet en fait de, li limiter, enfin d'être vigilant, par rapport à tout ça. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en fait, ce cadre n'est pas le même, dans tous les pays et donc en fait, ça peut être intéressant de réfléchir un petit peu, par rapport justement à la juridiction, aux législations qui sont en place et de comparer différents pays. C'est également quelque chose donc les points de vigilance pour la liberté d'expression, c'est également quelque chose qui s'inscrit dans le politique. Donc, je vous ai parlé un petit peu de l'histoire de la censure, royale en France, et des droits de publication en Europe. Mais, il y a encore des pays où tout n'est pas permis et en fait, il y a encore des sujets qui peuvent être, dans les pays notamment, par exemple, où il y a pas de séparation entre l'État et l'Église, il y a des choses qui ne sont pas autorisées à être publiées dans la presse. Il y a également l'idée de propagande politique, ce qu'on appelle le soft power ou la désinformation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on va manipuler l'information d'une certaine façon pour, en fait, la rendre en conformité avec, les contraintes, justement, de politique, avec le cadre politique. Donc, réfléchir un petit peu à tout ça et puis également, ce qui peut être intéressant de réfléchir, c'est, le cadre politique qui régit internet. Parce qu'en fait, internet n'a pas la même, puissance de feu dans tous les pays, n'est pas disponible de la même façon, n'est pas accessible, n'est pas géré de la même façon. Donc, c'est un petit peu les questions qu'on peut se poser au niveau du politique. Après, je reviendrai un petit peu plus en détail si ça vous intéresse et puis comment on peut traiter ça en fait avec des élèves. Et la dernière chose, quand on parle de liberté d'expression sur laquelle il faut réfléchir, ça va être un petit peu le cadre moral. Parce qu'en fait, quand on parle de liberté, on parle de quelque chose qui touche à la personnalité dans le sens individu, en fait. Et donc là, c'est vrai qu'on peut avoir, tout le monde a des biais personnels, tout le monde a des biais culturels, tout le monde peut avoir un certain, comment dire,
un certain recul par rapport à l'information et en même temps avoir également un attrait pour toutes les théories, ce qu'on appelle la réinformation, donc toutes les théories qu'on catalogue sous le mot de complotiste. Mais c'est vrai que ça peut être des choses sur lesquelles discuter, en fait. Donc c'est un petit peu pour cadrer un petit peu tout ça, pour voir en fait quels peuvent être les points de vigilance autour de travailler sur la liberté d'expression. Alors donc, pour finir un petit peu sur la présentation théorique, je ne sais pas pourquoi je me suis, enfin si, je sais pourquoi dans un contexte justement, d'élection politique, américaine, n'est-ce pas? Je me suis replongée donc dans, de la démocratie en Amérique de Tocqueville et en fait, à un moment, ça m'a frappée, j'avais dû oublier en fait ce paragraphe. Tocqueville évoque le fait qu'à côté donc du pouvoir législatif, juridique et cetera et le 4e pouvoir que représentent les médias, il y a un 5e pouvoir qu'il appellerait le pouvoir social en fait, qui serait, la capacité de la foule, de l'opinion publique, en fait, à influencer sur, certaines, libertés, sur certaines prises de parole, sur certaines conceptions et donc en fait, le social aurait une vocation à influencer, les 3 autres pouvoirs, le politique, le législatif et le judiciaire et je suis également retombée sur une petite citation de Platon. L'excès de liberté ne peut tourner qu'en excès de servitude pour un particulier aussi bien que pour un État. Alors ça, on a bien compris que ça ferait un beau sujet de philosophie, mais néanmoins, voilà, réfléchir sur la question de cette idée d'un pouvoir social. Et en fait, ce pouvoir social, aujourd'hui, il me semble qu'il est représenté sur Internet, sur les médias sociaux. Et voilà, et en fait, réfléchir également à ce qu'on appelle la tyrannie de la minorité, c'est-à-dire que comme sur les réseaux sociaux, l'information c'est aussi l'une des forces des réseaux sociaux, des médias sociaux, c'est que l'information n'a plus d'hiérarchie. Et bien, en fait, la parole de chacun prend une valeur, ce qui est très bien, donc justement pour exprimer des opinions qui peuvent être un petit peu différentes. Donc là, on voit qu'on est vraiment bien dans l'idée de la liberté d'expression. Mais en même temps, ça peut aussi, on peut aussi trouver le revers de la médaille. Donc j'aime beaucoup ces petits dessins de presse. Désolée, je vous aurais bien défendu, mais selon Twitter, vous êtes coupable qui, qui résume bien en fait certaines situations ou en tout cas certaines controverses médiatiques dans lesquelles on peut se retrouver, enfin on peut se retrouver, que l'on peut retrouver et ce qui mène justement à ce qu'on appelle la culture du call-out ou la cancel culture. En français, on traduit ça par la culture de l'effacement. Et en fait, c'est le principe que en fait, on va avoir des personnalités publiques qui vont être call out, qui vont être interpellées sur les réseaux sociaux, souvent de façon assez virulente. Et en fait, souvent, ça va être des appels à la critique et quelque part, ça va être aussi des condamnations publiques, dans certains cas, ça devient des sortes de lynchage médiatique où chacun va exprimer une opinion qui justement peut conduire à des licenciements dans les universités, à des polémiques, donc notamment, par exemple, avec J.K. Rowling qui s'était exprimée sur Twitter justement, et ses propos avaient été très, très mal reçus par la communauté LGBT++. Donc voilà, donc réfléchir un petit peu à quelle est la place aujourd'hui de la liberté d'expression dans ce contexte, des réseaux sociaux et de la société de l'information. Alors à chaque fois, j'ai des petits documents que je ressors, donc celui-là, c'est vraiment mon préféré. Donc justement par rapport à pour finir un petit peu sur cette introduction théorique, donc qu'est-ce que c'est que comment on peut, influencer, quelle est la place de l'esprit critique dans ce contexte de liberté? Et en fait, moi, je trouve que c'est une petite infographie, vous voyez, à chaque fois, je garde la date qui a été publiée sur Eduscol en 2016, mais je trouve que voilà, l'idée que l'esprit critique, c'est à la fois un état d'esprit et un ensemble de pratiques.
Donc, vous voyez en orange, c'est un petit peu les qualités de l'esprit critique. Et puis, en bleu, en fait, les compétences qu'on demanderait ou qu'on voudrait travailler pour formaliser un petit peu cet esprit critique. Donc, moi, je le résume souvent sous une autre… donc, pardon, je vais un peu vite, hein. Donc, les compétences d'information, vous voyez où là, ça me paraît très, très important. Les compétences, une compétence d'évaluation de l'information, distinguer les faits, les interprétations, confronter les interprétations et évaluer les interprétations. Et donc, en fait, pour résumer un petit peu, en fait, moi, j'essaie de travailler ce que j'appelle des habiletés critiques, que j'ai essayé de simplifier sous la forme un petit peu de 4. Donc, d'abord, en fait, pour réfléchir à des sujets comme la liberté d'expression, la liberté d'opinion et l'esprit critique, il me semble que la première étape, ça va être de se questionner. Donc ça, souvent, les élèves en sont capables. On va donner un sujet, ils vont se poser des questions et souvent, ils vont se questionner et se positionner. C'est-à-dire que on va être dans la sensibilité personnelle, on va être dans la, dans la curiosité, on va essayer de formuler un petit peu où on se situe, nous, à titre personnel. Et souvent, en fait, c'est la première étape, mais c'est celle qui est la plus, je ne vais pas dire dangereuse, mais celle qu'il faut dépasser, en fait. Parce que des fois, en fait, on va rester là-dessus, on va être dans un discours auto-centré, on va exprimer des opinions. Et en fait, l'idée, ça va être justement de sortir un petit peu de ces opinions. Donc, la deuxième habileté qui me semble peut être travaillée dans le contexte scolaire, ça va être de discuter. Parce qu'en fait, c'est parler et puis penser. Donc, discuter, ça va être d'abord se confronter aux autres. Et en fait, déjà avoir une première étape d'écouter son voisin, pas forcément un enseignant d'ailleurs, mais d'écouter un petit groupe, d'écouter peut-être des propos, des points de vue qui vont être un petit peu différents. C'est une capacité qui n'est pas si évidente en fait, parce que on va discuter. Donc, en fait, nous, on va avoir notre opinion, on va essayer de persuader la personne qui est en face qu'on a raison. Et en fait, c'est là où il me semble que c'est également l'étape suivante qu'il faut dépasser pour justement sortir de cette persuasion, ne pas vouloir avoir raison, mais essayer d'être raisonnable. Et là, il y a cette étape qui m'intéresse beaucoup en tant que professeur documentaliste, qui va être donc l'étape de s'informer. Et il me semble qu'on ne peut pas parler d'esprit critique si à un moment, on ne passe pas par une phase d'information. Et cette phase d'information, elle va avoir pour but donc de construire une argumentation logique. Donc vous voyez, on va passer de la rhétorique un peu personnelle, un peu stérile, à la polémique et ensuite à la dialectique. Et donc construire apprendre à argumenter, apprendre à construire une argumentation, apprendre à exploiter des documents, à exploiter des sources, à les orienter à titre d'exemple, à utiliser des arguments d'autorité. Voilà, il me semble qu'il y a tout un travail à faire là-dessus, au niveau de l'information, pour continuer là-dedans. Et la dernière étape, l'étape qui est vraiment, qui me paraît vraiment importante si on veut adopter une posture critique et citoyenne, ça va être l'étape de négociation. C'est-à-dire justement amener les élèves à débattre dans un cadre donné, mais à être capable de travailler un petit peu là-dessus, d'écouter les autres, de s'être décentré soi-même, d'avoir réussi à travailler l'argumentation et donc de faire une véritable conversation dialectique. Donc voilà un petit peu ce que je voulais poser comme base et si ça vous va, n'hésitez pas, hein, je prends une grande respiration donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et si ça vous va, en fait, je vais montrer parce que pour moi, en fait, c'est un petit peu un cheminement. Donc, on va avoir des activités qui vont pousser les élèves à se questionner, d'autres à discuter. Voilà. Et donc, pour arriver justement à cette étape, ce cheminement critique jusqu'à la négociation. Donc, je peux vous donner je vais enchaîner sur des petits exemples pédagogiques.
L'idée donc, pour réfléchir, un petit peu, donc vous voyez, j'ai remis ces étapes de questionnement en fait mes 4 des étapes, se questionner, discuter, s'informer et négocier, voilà. Donc je les ai remis pour vous proposer des petites, activités et il me semble qu'organiser donc j'avais été, c'est une citation que je ressors très, très régulièrement en éducation média et à l'information parce que j'avais été, intéressée par cette citation, donc qui était une citation de George Orwell et en fait, c'est, le principe que la liberté, c'est aussi la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Et donc la citation est là: «Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté, donc de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas à entendre» et c'est toute la question, en fait, justement de se confronter à des opinions qui ne vont pas dans le sens de nos opinions ou nos convictions personnelles, voire nos croyances, mais en tout cas être capable de les entendre, de les écouter même, c'est-à-dire d'en prendre compte, sans pour autant, comme je l'ai dit, l'idée n'est pas encore une fois d'avoir raison, mais l'idée c'est d'accepter le fait qu'il peut y avoir, des choses qui vont à l'encontre de nos propres, opinions et d'être capable de les entendre. Et ça, c'est quelque chose, il me semble, dans le contexte des réseaux sociaux notamment, qui est de moins en moins simple, à prendre en compte. Hem donc, pour continuer là-dessus, l'idée donc de discuter en fait, c'est un petit peu, donc c'est, l'idée de se confronter justement, de passer de l'opinion personnelle à un argumentaire et en fait, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle je m'interroge vraiment, vraiment beaucoup, notamment dans un contexte, nord-américain. Donc, là, j'ai pris l'exemple en fait d'une journaliste qui s'appelle Claire Fox, qui a écrit un petit opus. Donc elle est, anglaise, il me semble et c'est donc une journaliste, assez militante. Elle organise d'ailleurs des événements, annuels qui sont très, très intéressants parce que ça s'appelle les Battle of ID ou quelque chose comme ça. C'était un peu l'ancêtre de la Nuit des idées, mais en version un peu plus, un peu plus polémique et donc l'idée, c'est vraiment de discuter autour de sujets, qui sont controversés, qui sont des controverses, sociales, scientifiques, politiques et cetera et de se rendre compte en fait que, l'opinion qui nous met un qui s'oppose à nous, qui est inconfortable et cetera, c'est aussi quelque chose auquel on doit être confronté et en fait, elle parle de la génération Snowflake en se basant sur donc le film, Fight Club. Donc c'est l'idée que, aujourd'hui en fait, on a de plus tendance à, jouer sur le côté unique. Chacun doit être unique, chacun doit avoir une opinion sur tout, chacun doit être capable d'exprimer son opinion sur tout et en même temps, ça conduit à une espèce je vais pas dire d'uniformisation, mais en tout cas de neutralisation du débat et encore une fois, je suis tombée donc je vous me remettrai les références de Xavier Gorx qui fait des petits dessins de presse et tout est résumé: «Respect, ne parlons plus de rien qui nous choque». Et en fait, c'est quelque chose où ça m'a beaucoup quand je suis tombée donc sur ce petit livre «I find that offensive». C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée parce qu'en fait, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, hem, chez nos élèves, qu'on entend beaucoup, dans les médias, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux et en fait, quelque part, quand on dit cette phrase «I find that offensive», c'est une fin de non-recevoir, c'est-à-dire le débat est clos. Là, on parle de quelque chose qui atteint mes valeurs personnelles, qui remet en cause peut-être mes croyances et cetera et en fait, ça pose beaucoup de problèmes au débat et en fait, il me semble que c'est ça aujourd'hui, sur lequel on s'interroge aussi quand on parle de cette cancel culture, de cette, culture de l'annulation en fait. C'est la liberté d'expression devient, donc, quelque part, elle est un peu anthropophage avec elle-même, c'est-à-dire qu'à force de tout exprimer, eh bien, on se retrouve dans une situation où on n'est plus forcément
en mode capable d'écouter. Et donc, peut-être que c'est aussi une des choses à travailler avec nos élèves. Alors maintenant, je vais vous donner des exemples un peu plus concrets, hein, parce que vous avez compris que c'est un sujet qui me, qui me fait beaucoup réfléchir, qui me turlupine, n'est-ce pas? Et donc, j'essaie justement de. C'est un sujet très complexe. Et donc, comment justement amener nos élèves en respectant également un cadre euh, intéressant, un cadre stimulant et un cadre où on ne va pas justement aller trop loin pour les faire au moins réfléchir sur ces questions. Donc, je vais vous proposer des petits dispositifs. Alors, moi, je les fais sous ces formes-là, hein. Pour ceux qui me connaissent, il y en a qui reviennent souvent, hein. Bon, je ne réinvente pas à chaque fois, mais, mais voilà. Et en fait, ça peut être depuis des activités de discussion en classe. Donc là, on va être vraiment dans le se questionner, discuter. Des activités qui vont aller un peu plus loin pour analyser. Donc là, on va être dans l'étape de s'informer. Et puis des activités vraiment autour de la négociation et donc de la formation de l'esprit critique, exprimer une opinion critique. Donc en fait, c'est des dispositifs que moi, je propose à mes professeurs dans mon établissement. En fonction, il y a toujours un peu de l'actualité, en fonction des programmes, et cetera. Et donc, ça peut être soit des interventions très brèves en début de cours, soit 1 ou 2 périodes en classe, soit des activités sur lesquelles je reviendrai, qui peuvent être également faites en autonomie. Donc, pour vous donner des exemples, par exemple, en fait, dans les programmes français, il y a pas mal quand même de points d'accroche sur le travail autour de la liberté de la presse. Et en fait, juste, ça m'épate toujours parce que c'est une activité qui est très, très, pertinente avec les élèves. C'est juste leur montrer, en fait, la carte de Reporters sans frontières. Donc il y a beaucoup de ressources que je vais aller chercher sur Reporters sans frontières. Leur montrer, en fait, les cartes de la liberté de la presse, c'est-à-dire que Reporters sans frontières, chaque année, fait un classement. Donc, vous voyez un classement avec une petite légende par couleur. Et donc, leur montrer la carte de la liberté de la presse, leur poser 2-3 questions par rapport à justement où se situe notre pays. Peut-être aller voir un peu plus, enfin, discuter avec eux par rapport à ça. Donc, moi, je fais des recherches avant et j'essaie de savoir pourquoi certains pays sont en noir, certains pays sont en orange, etc. Et en fait, ça les intéresse beaucoup. Et souvent, je propose ça comme une activité au début, j'avais dit 10 minutes et en fait, souvent, je passe une petite demi-heure, donc je préviens les professeurs. Parce que en fait, ça les intéresse. Ils regardent, comme j'ai des élèves qui sont très riches et qui viennent de beaucoup de différents contextes culturels, et bien, il y a beaucoup de pays qui les intéressent et en fait, ils sont curieux de savoir. Donc, ça peut être juste montrer la carte et leur poser 2-3 questions. Pourquoi notre pays? Quelle est la couleur de notre pays? Pourquoi pensez-vous? Est-ce qu'il y a des différences avec des pays, par exemple, frontaliers? Donc, nous, en fait, on avait regardé le Canada et les États-Unis. Pourquoi les États-Unis étaient en orange foncé et le Canada en jaune? Et puis également, quelque chose qui est intéressant, c'est de leur montrer l'évolution des cartes. Donc, sur Internet, vous trouvez également les archives. Donc là, par exemple, c'était la carte du monde en 2015. Et on voit qu'en fait, la situation pour certains pays, par exemple les pays nord-américains, ne s'est pas améliorée. Par exemple, pour certains pays également de l'Amérique centrale, c'est pareil, il y a eu des changements. Donc réfléchir un petit peu, et ça, c'est une activité qui intéresse beaucoup, notamment les profs d'histoire-géographie. Donc ça peut être fait dans le cadre de l'éducation morale et civique, mais également quand on parle des démocraties, quand on parle de la construction européenne, quand on parle un peu de tout ça, en fait, quand on parle de certains pays précis, parler à un moment de la situation de la liberté de la presse, c'est quelque chose qui... et je suis toujours surprise parce qu'en fait, ça nous paraît, enfin moi j'attends le classement chaque année, mais en fait, c'est pas si évident que ça et donc ça peut être juste ce petit genre d'activité qui peut, donner des idées. Une qui marche également très, très bien, bon là, c'est un peu daté aussi, mais c'est, la carte des trous noirs de l'internet. C'est-à-dire là où internet n'est pas autorisé.
Là où les fournisseurs d'accès, par exemple, sont uniques, en fait, il y a qu'un fournisseur d'accès qui est souvent un fournisseur, d'accès, relié à l'appareil, étatique, en fait. Donc réfléchir un petit peu, regarder encore une fois cette carte, donc c'est pareil, on va avoir des choses là-dessus, réfléchir un petit peu et les faire réagir, instaurer la discussion. Et en fait, ça peut être des discussions très, très riches parce que, moi, je me rappelle notamment d'une discussion sur peut-être plus sur la liberté de la presse où j'avais un petit garçon, donc un élève, je crois que c'était en 4e, qui venait, qui avait, une famille, qui venait de Russie et en fait, il m'avait dit que le soir, il en avait reparlé avec ses parents. Alors il faut faire attention, ne pas condamner non plus, mais juste le fait de constater et d'essayer justement de trouver les raisons ça peut être des choses intéressantes. Également un instant média qui est, avec les plus grands, les troisièmes et les secondes, c'est quelque chose que je fais également. Donc sur le site de Reporters sans frontières, en fait, vous avez le baromètre des violations de la liberté de la presse et en fait, bon, c'est assez dur, hein, donc c'est pour ça que je le fais pas avec les petits, mais montrer en fait qu'il y a encore des gens qui sont emprisonnés, pour, avoir, exercer leur droit à la liberté d'opinion et la liberté de publication. Montrer également que dans certains contextes, il peut y avoir, ça peut être également un métier très, très dangereux que le métier de journaliste. Et également peut-être, regarder ensemble, parce que là, je vous prends des photos, mais en fait, le site est beaucoup plus complet. Donc, regardez ensemble le contexte. Bah, les journalistes tués, ça peut être parce qu'ils ont été dans des zones de guerre et donc ils ont été pris dans des conflits armés. Ça peut être aussi condamnés ou emprisonnés pour justement un article, une diffusion, une caricature, voilà, par rapport à tout ça. Donc ça peut être vous voyez que ça peut être juste des petites choses, mais déjà, rien que le fait d'ouvrir la discussion à partir de ces documents, ça peut donner des cas intéressants. Une activité qui marche très bien, alors moi je travaille également, j'ai également des élèves de baccalauréat international, ce qu'on appelle IB et ça fait partie du programme donc des plus grands en IB, c'est étudier justement, l'image et des textes, non littéraires, le pouvoir de l'image et cetera. Et puis également en 4e, en fait, je leur donne donc encore une fois, c'est des campagnes de Reporters sans frontières. Il y en a qui sont très, très bien faites au niveau de la sensibilisation. Il y en a qui sont beaucoup plus violentes. Celle de cette année, par exemple, je ne l'utiliserai pas avec des élèves. C'est les prédateurs, donc les politiques en fait qui restreignent les libertés de la presse et en fait on les voit en gros plan en train de faire un geste sur la presse. Donc bon, c'est un petit peu plus difficile à utiliser dans un contexte scolaire, mais vous voyez cette image-là, par exemple, elle marque. Souvent, c'est des campagnes avec plusieurs. Celle-là, elle est un petit peu plus datée, donc c'était sur Kadhafi. Et puis là, donc Vladimir Poutine, mais avec le fait justement de dessiner le portrait en cavardant justement les nouvelles, c'est quelque chose sur lequel juste analyser l'image. Et une activité qui est intéressante, en fait, c'est leur donner par groupe de 2 ou 3 une image à analyser et ensuite de faire une mise en commun. Et donc là, voilà, c'est pareil, ça permet d'aborder les choses, mais sans être tout de suite dans un contexte polémique en se basant un petit peu sur des documents. Je pense que je vais remettre, tiens, je fais ma petite parenthèse. Voilà, donc je vous mets, ouais, j'y ai pensé. Merci, madame Séveristroll. Donc je vous remets en fait le Padlet où j'ai mis un petit peu tous les documents et j'ai notamment un Padlet entier avec ces affiches donc de campagne de sensibilisation de Reporters sans frontières que je garde au fur et à mesure. Et souvent, ce que je fais, c'est qu'en fait, je donne juste l'affiche, c'est-à-dire que je ne donne pas, je coupe un peu le texte et la légende et je demande de réfléchir justement sur la description, la dénotation et ensuite d'essayer de trouver le contexte de publication.
Donc pour continuer, donc ça peut être des activités, comme je vous ai dit, des activités assez brèves. Après en fonction moi j'interviens dans les classes en tant que professeur documentaliste, donc en fonction de la discussion, ça peut être 5-10 minutes, voire, si le professeur, est pris dans la discussion, parce que c'est ça aussi, souvent c'est vraiment des discussions qui peuvent être intéressantes. Ça peut aller jusqu'à une période. Donc, pour continuer un petit peu sur la discussion, en fait, dans mon école, à la Toronto French School, on a la chance d'avoir un dispositif qui s'appelle le mentorat. C'est-à-dire que, une fois par semaine, on a un petit groupe d'élèves qui n'est pas forcément un groupe classe, qui est un groupe de niveau, en fait. Et l'idée, c'est justement de mettre en place des discussions à visée philosophique un petit peu décalées, en fait. Moi, j'appelle plus ça des cercles de réflexion, parce qu'on va s'appuyer un petit peu plus sur l'actualité, en fait. Donc là, voilà, bah, justement, l'idée, c'est de donner une thématique, de donner également des documents qui peuvent être lus avant notamment par les plus grands, et de réfléchir donc bah, sur un article qui a été publié, un support, donc ça peut être un texte littéraire, etc. Moi, j'avoue que c'est vrai que j'ai tendance à fournir beaucoup de supports qui viennent des médias, mais au moins, ça permet un petit peu de lancer une discussion en dépassant le simple cadre de bah, moi je pense. Donc là, comme on commence à injecter un petit peu de la documentation, on est dans la première étape de s'informer. Voilà, ça peut être intéressant. Donc, par exemple, parler de la censure de certains sites internet. Donc, je vous ai dit que vous pouviez parler justement des trous noirs de l'internet, mais parler de la censure. Donc là, j'ai pris un exemple sur Wikipédia en Turquie parce que ça m'avait marqué à l'époque, mais il y a d'autres articles qui peuvent être sur la façon dont en fait on gère Internet et réglementé dans certains pays. Également sur les réflexions politiques, enfin comment le politique peut travailler également certains thèmes. Donc, par exemple, là, je leur avais montré l'article de Justin Trudeau, bon, nous sommes au Canada, qui avait parlé de la liberté d'expression qui a ses limites, et on avait essayé d'en discuter en ayant un temps de lecture. Je leur avais posé 2-3 questions, un petit peu d'analyse, parce que c'est toujours un peu le même message, et donc ensuite, on avait essayé d'en parler. Donc ça, c'est très intéressant également. Ça s'appelle, je pense que le nom est bien trouvé parce que on n'est pas tout à fait dans une discussion à visée philosophique où l'adulte s'efface. Là, il y a quand même quelque chose, c'est une discussion, mais en fait, il y a quand même un cadre à mettre en place. Et c'est vrai que ça, c'est pas toujours évident. Donc, c'est pour ça que travailler à partir de documents, ça peut être déjà un bon support de travail. Et puis également donc travailler sur la liberté d'expression 2.0. Donc là, c'est pareil. En fait, je me permets de faire un peu d'autopromotion, n'est-ce pas? Mais dans le cadre de la semaine de la citoyenneté. Donc, il y a eu un atelier qui s'appelait Peut-on tout dire sur les réseaux sociaux, auquel j'ai participé, qui a été animé par une autre professeure documentaliste, Elodie Duchemin. Et donc, en fait, la vidéo est également disponible. L'idée, en fait, de réfléchir sur le concept de citoyenneté numérique, c'est peut-être aussi d'expliquer que la liberté d'expression, c'est à la fois une liberté, mais c'est aussi un droit. On a on a une obligation, c'est un droit et aussi un devoir. C'est-à-dire que, vous savez, c'est toujours, quand on parle des réseaux sociaux, et cetera, on a toujours la sentence à grand pouvoir, grande responsabilité qui reviennent. Et en fait, comme il y a eu un certain glissement, en fait, depuis le personnel, ce que Habermas appelait la sphère de l'intime, qui est devenue une sphère sociale, c'est-à-dire en fait, avant, c'était un cercle d'amis et maintenant, notre cercle d'amis est devenu virtuel, qui est devenu en fait un espace public
où, en fait, ce qu'on disait avant à ses amis, bah, maintenant, c'est disponible sur la place publique par le biais des réseaux sociaux et donc en fait, ça prend un sens politique et donc en fait, expliquer aux élèves qu'à partir du moment donc le concept de citoyenneté, d'identité numérique, que c'est à la fois gérer l'image qu'on renvoie de soi, mais aussi gérer, son propre comportement par rapport à tout ça et que, à chaque fois qu'on fait quelque chose sur internet, donc on parle beaucoup de faire attention à ce qu'on publie, on met en garde, les élèves par rapport à leur attitude sur les réseaux sociaux et cetera. Mais expliquer que commenter, relayer juste le fait de retweeter et cetera, de liker, c'est émettre un jugement et qu'en fait ça a une valeur, par rapport à ça et que donc il y a des campagnes qui sont, très bien faites là-dessus aussi des, je crois que ça s'appelle liker, c'est déjà harceler, pour expliquer qu'à chaque fois qu'on fait un petit geste, en fait, ça va être quelque chose qui a un poids sur l'espace public. Et donc en fait, c'était, ça c'est pas une activité, c'est un petit aparté en fait, mais l'idée de travailler sur l'identité numérique, sur la citoyenneté numérique, c'est aussi quelque part travailler sur la liberté d'expression, la liberté d'information, et cetera. Donc en fait, tout peut retomber un petit peu, dans ce cadre-là. Donc, je vous ai montré également les intermèdes médias, c'est également des séances qui vont être là, une séance complète où les élèves vont avoir un article avec un temps où ils vont étudier personnellement l'article. Ensuite, ils vont discuter en petits groupes, en petits cercles, et on va faire une mise en commun par rapport à ça. Donc, c'est un petit peu, vous voyez que c'est un petit peu la déclinaison les instants médias, c'est vraiment réagir en fait. Là, on va passer un petit peu plus dans l'analyse et c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup parce qu'en fait, prendre le temps de lire un article vraiment et d'avoir une fiche guide. Donc, moi, c'est toujours la même. Je ne sais plus si je vous l'ai mis sur le Padlet, mais sinon, je vous la remettrai. En fait, qui est l'auteur, pourquoi c'est publié, quelle est l'intention de publication, et cetera. Leur donner des éléments d'analyse. Ça peut être vraiment quelque chose qui peut leur donner matière à réflexion et en tout cas alimenter leur négociation. Donc, la dernière chose en fait sur laquelle je reviens assez régulièrement, c'est donc en fait, les petits clubs de l'esprit critique et en fait, c'est quelque chose qui est venu également de discussions avec des élèves qui ont envie souvent de s'exprimer et donc là, l'idée, c'était, de leur donner un cadre parce qu'on n'a pas toujours la possibilité en cours ou en tout cas, on a des élèves qui veulent parler et puis, ben, on n'a pas le temps de faire passer tout le monde. 1 heure, c'est court, on a un programme à respecter et cetera. Et donc là, l'idée, c'était de proposer des activités. Donc, je les propose aux professeurs, je les propose aux élèves sur un blog, en fait. Donc, l'idée, c'est d'avoir des sujets qui sont, j'écris une petite problématique en fait à partir une question directrice. Je donne des sources documentaires à aller consulter, souvent c'est 3 articles et à partir de là, en fait, les élèves doivent réfléchir là-dessus. C'est un dossier documentaire mais virtuel, on va dire. Donc ça peut être utilisé, en introduction de classe, donc je les envoie aux professeurs régulièrement, je les envoie aux élèves, je les publie. Donc, pour lancer, par exemple, une classe en début de séance, en début de séquence, pardon, ça peut être utilisé en conclusion d'une séquence. Par exemple, je vais faire quelque chose sur l'image de presse. Eh bien, à la fin, je vais leur demander donc de rédiger un discours argumenté sur la question que j'ai posée. Ça peut être en autonomie, c'est-à-dire dans le cadre d'une classe inversée, on envoie en fait le sujet, les élèves ont un temps pour réfléchir, écrire leur argumentaire et ensuite on fait une mise en commun en classe. Et souvent, ça, c'est la formule qui marche vraiment bien. Ou alors, ça peut être certains professeurs les utilisent, en fait, ils les postent. Donc, nous, on est sous Classroom, ils les postent sur les Classrooms et c'est en activité complémentaire. Et comme on a des élèves qui sont vraiment intéressés par la politique, la société, qui veulent peut-être se destiner à l'option sciences politiques, ben, il y a certains élèves qui vont me le faire de façon autonome. Alors, pour vous donner un petit peu une idée de la façon dont ça se présente, voilà,
c'est toujours une question. Donc là, par exemple, j'en avais fait une sur: «Faut-il effacer la culture?» «Faut-il réguler internet?» C'est celui que j'ai proposé, il y a 15 jours, pour parler justement de la liberté d'expression. Faut-il créer un conseil de déontologie journalistique? Et donc vous voyez, vous avez un petit texte, donc la question est là. C'est un petit peu une question à laquelle on pourrait répondre par: «Oui, moi je pense», et en fait, c'est ce que j'essaie de leur faire, aller plus loin, c'est-à-dire justement leur donnant, des articles à lire, d'aller un peu plus loin, se confronter à des opinions différentes. J'essaie d'avoir des articles de différents médias, de s'informer en lisant ces articles et donc d'être capable de rédiger un argumentaire et donc de voir un petit peu, voilà, le pour, le contre, d'être dans la négociation plutôt que dans l'affirmation, heu directe. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à travailler autour de la liberté d'expression, la liberté d'information. Donc c'est juste quelques petites activités que je voulais, un petit peu vous proposer. Je sais que je vais toujours très, très vite, dans dans mes présentations, mais là, j'ai essayé d'accélérer à la fin pour, si jamais il y a resté des questions parce que je pense que, j'ai essayé un petit peu d'aborder, toutes les directions, dans lesquelles ça pouvait partir, tout en sachant qu'il y a eu beaucoup de ces thématiques que je n'ai pas approfondies parce que justement, il y avait eu des ateliers, entiers, là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller, consulter les autres vidéos disponibles. Donc pour aller plus loin, je vous ai, encore une fois mis sur le Padlet. Je crois que je vous ai mis, par exemple, la vidéo de Thierry, sur la liberté d'expression. Je mettrai la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être également des choses, complémentaires par rapport à tout ça. Donc je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur certaines choses? Est-ce que j'ai été trop rapide? Est-ce que en fait, je j'ai déjà, censuré moi-même mon PowerPoint parce qu'il y avait beaucoup plus de diapos, donc j'espère que, j'ai quand même réussi à aller à l'essentiel et que ça vous inspire en tout cas. Hem, J'aurais une ou 2 questions. C'est, par rapport au niveau. Là, il y a beaucoup d'activités, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup pour les quatrièmes, les troisièmes, voire seconde, première terminale. Heu, on nous a demandé de faire donc, comme j'ai dit dans le chat, suite aux événements, des actions auprès des élèves de la sixième à la troisième et je dois avouer qu'avec les sixièmes et les cinquièmes, je suis un peu, comment dire? J'ai l'impression qu'il me leur manque peut-être quelques prérequis pour qu'on puisse aborder vraiment, ce type hem, de questions avec eux. Voilà. Alors, en fait, on a fait, c'est vrai il y a beaucoup de ressources pour les petits, sur, un jour une actu, commencer par des petites vidéos, des petites choses comme ça. Ça peut être assez accrocheur. La carte des libertés de la presse, ça marche avec les sixièmes. On peut vraiment, leur montrer, ces petits, voilà, ça peut être quelque chose pour les faire réfléchir et donc voir un petit peu où ça peut nous mener. Je sais qu'il existe beaucoup, moi je commence souvent, parce qu'en en 6e on va peut-être plus centrer ça justement sur, enfin, je dis ça, je je vais peut-être plus centrer ça sur, justement, l'identité numérique, réfléchir à, parce que 6e, 5e, ça commence à être la limite d'âge où ils peuvent avoir accès aux réseaux sociaux et cetera. Donc réfléchir là-dessus. Leur donner aussi, peut-être juste leur faire réfléchir sur, ce que c'est que la liberté d'expression pour eux. Il y a beaucoup de ressources qui existent pour les primaires cycle 3. Donc si ça t'intéresse, je pourrais te donner un complément, je pourrais ajouter en fait un Padlet avec d'autres Padlets dessus, voilà, avec d'autres ressources. Mais, c'est vrai que parler de la liberté d'expression, en fait, pour moi, il y a quand même, un contexte, heu, qui doit être mis en place et c'est vrai que c'est pas toujours, évident avec les plus petits. Dès qu'on commence à évoquer des questions un petit peu plus politiques, juridiques et cetera,
ça peut aller plus loin. Alors, travailler également à partir de dessins de presse, j'avais dit, c'est pas forcément des dessins violents, etc. Mais par exemple, les petits dessins, les faire réfléchir sur ce que ça veut dire, ce qu'ils peuvent mettre derrière, ça peut être aussi. C'est des exemples que je proposerais en tout cas à mes profs en sixième, mais après, ça dépend de leurs besoins aussi. Voilà. Voilà, le truc, c'est que nous, on nous a mis en place des heures qu'on a appelées ateliers culture et médias. Et c'est pas avec les professeurs, c'est nous-mêmes qui sommes devant la classe pendant 55 minutes. Donc, Ah ben moi j'adore faire ça, comme ouais, ça je suis moi libre. aussi, hein, c'est génial. Mais là, vraiment, on construit tout. Hein, on fait vraiment séance après séance. Et justement, j'avais commencé à préparer un Geniali et avec mon collègue là, Kevin Gourdin. Et on avait commencé à voir un petit peu justement la carte de Reporters sans frontières. Et j'avais pensé utiliser une des vidéos de les clés des médias. Oui, voilà, il y a des Ça petites vidéos fait- qui sont très, très bien faites et très intéressantes donc D'accord. Ouais, mais après le dessin de presse, tout ça, c'est oui, l'identité numérique. Effectivement, je n'avais pas pensé à cette partie-là. Ça va être intéressant, effectivement, de les orienter par là. mmh. Merci. Peut-être contextualiser un petit peu au début avant d'aborder, parce que, par exemple, faire un atelier, internet, ennemi ami ou ennemi, les faire réfléchir sur internet, voilà, ça peut être aussi, tu vois, c'est quelque part, on va aborder les questions des libertés. Donc, je vous remercie beaucoup, je vous libère, il y a pas de problème, je vous laisse retourner, à vos occupations et sinon merci merci beaucoup et sinon n'hésitez pas. Alors, il y a d'autres formations, qui sont encore disponibles. Je crois que vendredi, il y a une formation sur la liberté d'expression chez Victor Hugo et Prévert que j'attends avec impatience. Donc, n'hésitez pas à consulter le programme, de la quinzaine citoyenne qui n'est pas encore tout à fait, fini. Donc,